Alors, toujours dans le cadre des groupes spatiaux, nous allons passer maintenant au deuxième type d'opération que sont les plans de glissement. Donc, on va définir dans un premier temps les plans de glissement. Donc, l'opération plan de glissement est une réflexion par rapport à un plan suivie d'une translation suivant une rangée parallèle à ce plan. La translation est toujours égale à la moitié de la période de cette rangée. Donc là, si vous avez un plan, si vous voulez, de projection que je vais mettre, je vais dessiner comme ceci. Donc là, vous avez la rangée qui est parallèle au plan, hein, donc au plan de glissement, pardon. Alors, si je définis la période de la rangée, donc c'est PUVW. Alors maintenant, si je parle d'une position, hein, donc d'une position quelconque ici, que je note grand 1, petit 1 par exemple, enfin, avec le nombre, le chiffre 1, et je fais une réflexion par rapport au plan suivi d'une translation de 1 demi-fois le paramètre de la rangée. Alors le paramètre de la rangée, c'est ce qu'il y a entre les trois traits là, hein. Donc le trait du milieu, c'est la moitié de la rangée. C'est 1 demi de PUVW. Donc là, on obtient le deuxième, bien la deuxième position équivalente à la première. Ensuite, si je fais une deuxième réflexion et une deuxième translation, je reviens à la position de départ. Donc le 1 est identique, le 1 de droite est identique au 1 de gauche. C'est pratiquement la même position. Alors là, donc, le plan du glissement, nous avons fait donc une réflexion plus une translation qui est égale à la moitié de la période, hein, et on obtient les positions équivalentes dues au plan de glissement. Alors, l'opération plan de glissement donc, sera caractérisée par une réflexion suivie d'une translation selon une rangée qui est parallèle à ce plan. Donc, la translation, c'est la moitié de la période de cette rangée. Alors, dans ce tableau, on va indiquer donc les paramètres de maille, les modes de réseau correspondants et les translations correspondantes. Donc, les paramètres de maille, c'est petit a, petit b, petit c. Les modes de réseau, vous avez le primitif. Alors, pour le primitif, les translations, c'est la moitié de A, par exemple, moitié de B, moitié de C, moitié de la diagonale A plus B, moitié de la diagonale B plus B, ou moitié de A plus C, ou bien moitié de la diagonale principale A plus B plus C. Sur 2, bien sûr. Alors, les réseaux type corps centré, c'est-à-dire les réseaux I, on fait la translation A plus ou moins B plus ou moins C sur 4. Pourquoi sur 4? Parce que dans un corps centré, la rangée qui correspond à la diagonale principale dans une maille, dans une maille d'un corps centré, c'est-à-dire dans une maille I, la distance entre deux nœuds, c'est la moitié de la diagonale. Donc déjà, A plus B plus C, c'est la diagonale si vous voulez. La moitié de la diagonale, c'est A plus B plus C sur 2. Et si je prends la translation, donc 1 demi de cette période, donc ça fait A plus B plus C sur 4. Maintenant, il nous reste les bases et faces centrées, c'est-à-dire les modes de réseau type A, grand B, grand C ou grand F. Or là, les translations sont les suivantes, donc A plus ou moins B sur 4, B plus ou moins C sur 4 ou A plus ou moins C sur 4. Hein, donc les translations se font selon les diagonales des faces. Alors maintenant, dans ce tableau, on va donner les symboles graphiques des différents plans de glissement. Alors, on prend le plan M, qu'on considère comme plan de glissement pour lequel la translation est nulle. Donc, si ce plan est perpendiculaire au plan de projection, donc on le note par un trait gras, comme ceci. S'il est parallèle au plan, on le note par
une cornière, si vous voulez, comme ceci. Hein, donc, le symbole qu'on utilise donc pour le miroir, dans le cas où le miroir est parallèle à la projection. Si on prend maintenant un plan de glissement A, donc un vrai plan de glissement, hein, donc là, la translation, c'est 1 demi de A, donc c'est A sur 2. La représentation, c'est une suite de tirés comme ceci. Si le plan est normal au plan de la projection, s'il est parallèle, on le représente comme ceci. Donc la flèche, elle est dirigée selon A. Maintenant, si le plan est un plan B, la translation, c'est B sur 2. Et la représentation, donc, c'est une suite de tirés comme ça, donc dans la direction de B, si vous voulez. Et quand le plan est parallèle au plan de la projection, donc c'est la même chose que le plan A, sauf que la flèche est dirigée selon B. Maintenant, pour le plan C, nous avons donc une translation de C sur 2. Si c'est perpendiculaire, bien normal, donc au plan de la projection, donc c'est une suite de points. Hein, c'est des points, et des pointillés, si vous voulez. Et le cas parallèle au plan de projection n'existe pas pour un plan C, donc c'est néant. Alors maintenant, je passe au plan type N. Donc les translations sont, pardon, donc les plans N, les translations sont A plus B plus C sur 2 ou A plus B sur 2 ou B plus C sur 2 ou A plus C sur 2. Et quand c'est normal au plan, quand le plan est normal au plan de la projection, donc on le représente par une suite de tirés-points, 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 etc. S'il est parallèle au plan de la projection, on le représente comme ceci, donc cornières avec une flèche au milieu, comme ceci, dirigée vers l'intérieur. Maintenant, pour les plans D, hein, donc les plans D, de type D, il y a la translation A plus ou moins B plus ou moins C sur 4, qu'on représente par, comme le plan N, mais avec une flèche au milieu, comme ça, dirigée vers la gauche. Donc ça, c'est quand le plan est normal au plan de la projection. Quand le plan est parallèle au plan de la projection, on le représente comme ceci. La flèche, vous voyez qu'elle est dirigée vers l'extérieur maintenant. Hein. Maintenant, si les translations sont égales à la somme de deux côtés ou de deux paramètres de maille divisé par 4, donc la somme ou la différence, hein, donc on le représente comme le schéma ci-dessus, si vous voulez, on fait le trait ci-dessus, mais la flèche, elle est dirigée vers la droite dans ce cas-là. Et si le plan est parallèle au plan de projection, donc on le dessine avec la cornière vers la cornière fermée à droite, si vous voulez, et la flèche dirigée vers l'intérieur. Donc, vers l'intérieur et vers la gauche. Donc, si vous voulez, c'est contraire au plan N lorsqu'il est parallèle au plan. Voilà donc les symboles graphiques des différents plans de glissement. On fait quelques remarques. Donc, d'abord, les translations de une fois le paramètre de maille sont dites identité et l'opération est notée P. Hein. Donc, quand la translation est égale à une fois le paramètre de la maille, donc cette identité ou bien cette opération est notée P pour primitive, si vous voulez. Hein. Lorsque la maille est multiple, la translation d'une demi-diagonale est une opération de symétrie. Donc, si vous voulez, l'opération sera notée donc, comme la maille correspondante, c'est-à-dire si la maille est I, donc la translation est notée I. Si la maille est F, la translation est notée F, ou A, B ou C encore. Donc, selon le type de maille que nous avons entre les mains. Les plans de glissement petit a, petit b, petit c sont des plans dits axiaux parce que la translation était selon un seul axe. Soit un demi de A, soit un demi de B, soit un demi de C. Si on passe au plan de glissement N,
Ces plans sont dits diagonaux parce que là, vous avez une translation selon une diagonale. Et enfin, les plans de glissement D sont dits diamants parce que ces plans existent dans la structure du diamant, si vous voulez. Donc, la structure du diamant, elle est caractéristique pour les plans de glissement. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les plans diamants. Et les translations, vous le voyez, hein, donc c'est un quart des diagonales. C'est le un quart des diagonales, soit principales, soit les diagonales dépassent. Alors maintenant, on passe à la représentation des groupes spatiaux. Donc, dans les groupes ponctuels, on utilise la projection stéréographique pour étudier les directions équivalentes. Donc, dans les groupes ponctuels, nous sommes préoccupés par les directions équivalentes, c'est-à-dire dans quelle direction on va voir les mêmes positions ou bien les positions équivalentes. Les groupes spatiaux, on utilise ce qu'on appelle la projection côté de la maille. Ceci pour étudier les positions équivalentes. Ce n'est pas les directions équivalentes, c'est les positions équivalentes. Alors, chacun des paramètres de la maille petit a, petit b, petit c est pris égal à l'unité lorsqu'on fait une projection d'un groupe spatial. Donc, on prend petit a égale petit b égale petit c égale 1. Alors, les coordonnées des positions à l'intérieur de la maille sont dites relatives ou réduites. Donc, on les appelle les coordonnées relatives ou les coordonnées réduites. Et elles s'expriment en fractions de paramètres de maille, petit a, petit b, petit c. Donc, si une position est située à la moitié de A, hein, donc si sa coordonnée selon A est égale à la moitié, donc on dit que sa coordonnée x est égale à 1 demi. Donc, quand on dit 1 demi, ça veut dire que c'est 1 demi de A. Hein? Mais puisque nous avons nous avons dit qu'on va prendre les paramètres petit a, petit b, petit c égale à l'unité, donc 1 demi de A, ça fait 1 demi tout simplement. Alors, ces coordonnées vont repérer donc dans la maille les positions, pardon, ils vont repérer les positions dans la maille, ainsi que les éléments de symétrie. Les éléments de symétrie aussi seront repérés par leurs coordonnées. On va voir, si vous voulez, lorsqu'on va faire des exemples, on va voir comment représenter, si vous voulez, les positions d'un élément de symétrie. La projection de la maille est représentée aussi par un quadrilatère de côté petit a et petit b. Donc, c'est-à-dire on représente le plan AB. Donc, ça peut être un parallélogramme, par exemple pour le trigonal, pardon, pas pour le trigonal, c'est pour le triclinique, pardon. Soit un rectangle, par exemple pour l'orthorhombique, soit un carré, pour le cubique ou le quadratique, ou sous forme de losange, donc si on prend par exemple le trigonal. Donc là, c'est selon le système, on représente le plan AB selon le système. Donc, suivant le système, on représente par un quadrilatère ou un autre. Donc, la projection se fera toujours suivant le troisième axe qui est l'axe C. Donc, on regarde selon C et on projette sur AB, le plan AB. Les coordonnées X et Y d'une position, donc, suivant petit a et petit b, sont visibles sur la projection parce qu'on l'a projeté selon le plan AB. Donc, on peut voir sur le schéma quelle est la coordonnée de X et quelle est la coordonnée Y d'une certaine position. Mais la coordonnée Z ne sera pas visible, si vous voulez, puisqu'on regarde selon Z. La projection se fait selon Z. Donc, c'est pour ça qu'on indique la cote de la position, c'est-à-dire la coordonnée selon Z, on l'indique à côté de la position. Donc, on doit préciser cette cote à côté de la position qu'on représente généralement par un petit cercle. Alors, maintenant, on va regarder dans la figure ci-dessus. Donc, on va regarder le miroir
on va regarder, si vous voulez, le groupe PM. Donc, quand il est primitif, c'est-à-dire que seuls les sommets sont occupés, et il existe un miroir qui est perpendiculaire à B. Donc, on va représenter ça. Voilà, donc ça, c'est la maille. Petit a, petit b, petit c. Alors, je représente les milieux, parce que ça va me servir tout à l'heure pour dessiner mes positions. Donc, le miroir, nous avons dit qu'il est perpendiculaire pardon, à B et dans le plan AC. Donc, si je prends, donc, puisque le miroir, pardon, il est selon AC, donc on le retrouve dans la face de gauche comme dans la face de droite. Parce que la face de droite de cette maille, c'est la face de gauche de la maille qui vient juste après, juste à côté. Alors, si je prends une position quelconque ici, donc son image dans le miroir sera comme ceci. Donc, les coordonnées, l'image de la position X, Y, Z, c'est ça. Donc, son image, c'est ça. Donc, c'est X. X n'a pas changé, parce que c'est cette distance-là, si vous voulez. Cette distance. Donc, pardon, c'est la distance de l'origine jusqu'à hauteur de la position selon A. Et pour Y, c'est la position selon B. Donc, jusqu'à hauteur de la position selon B, pardon. Et la cote, c'est selon C. D'accord? Donc là, le X ne va pas changer parce que le miroir est perpendiculaire à B. Donc, le X ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est tout simplement le Y qui devient égal à moins Y ici. Là, il est égal à plus Y. Là, il devient égal à moins Y. Par translation, si vous voulez, de 1 fois B, on va avoir une autre position équivalente à la première. La voici. Donc, cette position, c'est la même que celle-ci. Mais sa distance, plutôt ses coordonnées, c'est X, 1 moins Y. Donc, cette position-là, c'est toute la quantité B, c'est-à-dire 1 fois B, moins Y fois B. Donc, c'est 1 moins Y. Et Z ne change pas puisque vous faites juste une réflexion. Donc, le miroir qui se trouve en X0, Z, là et là, là c'est X1Z, mais si je change l'origine ici, donc ça devient X0Z. Donc, le miroir qui est en X0Z, on le retrouve aussi en X1Z et on le retrouve particulièrement en X1,5Z. On le retrouve en X1,5Z. Alors, le voici. Voilà. Donc, on le retrouve ici. Donc, maintenant, si je projette les deux positions qui sont à l'intérieur de la maille, parce que ce sont pardon, les deux positions équivalentes. Donc, si je les projette sur le plan AB, donc voici le plan AB, voici les miroirs, voici les deux positions. Donc, voici, si vous voulez, la projection du groupe P1. Voilà, je mets les miroirs en noir pour vous dire que dans les tables, les tables internationales de cristallographie, vous allez trouver un schéma comme ceci, pas en couleur tout simplement. Donc voici la projection du groupe PM sur le plan AB. Donc là, c'est un groupe qui appartient au système monoclinique. Donc c'est pour ça qu'on l'a représenté par la maille, on l'a représenté par un rectangle.